Disons que la Russie gagne la guerre en Ukraine. Mais plutôt que de se reposer et de profiter du butin de la victoire, Vladimir Poutine commence à attaquer systématiquement les cibles de l'OTAN à travers l'Europe et le reste du globe. Pire encore, l'OTAN ne reçoit aucun soutien de son allié le plus grand et le plus puissant, les États-Unis. Un scénario cauchemardesque ou une réalité terrifiante? Selon un rapport d'IntelliNews, citant le journal allemand Bild, une telle attaque pourrait survenir aussi rapidement qu'en février ou juillet de cette année. Et même si le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rapidement réfuté de telles affirmations, déclarant récemment « Ce journal a régulièrement recouru à la publication de diverses fausses nouvelles et canards », de nombreux commentateurs politiques de premier plan prédisent que la Russie attaquera le flanc est de l'OTAN plus tôt que tard. Si cela est exact, cette démonstration d'agression sans précédent annoncerait une énorme bataille armée en Europe et précipiterait probablement la Troisième Guerre mondiale. Cependant, toute invasion ne se limiterait pas seulement à une action militaire. La Russie commencerait les hostilités avec des cyberattaques et des techniques de guerre modernes hybrides, du genre de celles qui ont été liées à l'ingérence électorale et aux tactiques de déstabilisation dans de nombreux pays occidentaux de premier plan ces dernières années, principalement dans les États baltes, avant de lancer une attaque sur les frontières orientales de la Pologne. Pour comprendre comment ces prédictions sont passées de simples alarmismes à une véritable préoccupation, nous devons revenir à la période précédant immédiatement l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Nous parlons des avertissements répétés de Poutine à l'Occident concernant l'expansion de l'OTAN en Europe centrale et orientale et finalement une nouvelle base de l'OTAN en Pologne. N'oublions pas l'acte fondateur OTAN-Russie de 1997 interdisant ostensiblement aux États-Unis d'avoir des bases permanentes dans la région. Dans un rapport du New York Times, le cas de l'invasion de l'Ukraine a été exposé par la Russie comme suit. C'est un fait que pendant les 30 dernières années, nous avons patiemment essayé de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN concernant les principes d'une sécurité égale et indivisible en Europe. Face à nos propositions, nous avons constamment rencontré tromperies, mensonges cyniques, pressions et chantage, pendant que l'Alliance Atlantique Nord continuait à s'étendre malgré nos protestations et préoccupations. Poutine a-t-il une raison valable de se sentir victime? La posture actuelle de la Russie est-elle justifiable? Pas selon les États-Unis. Ils estiment que Poutine a effectivement annulé l'acte avec son annexion de la Crimée en 2014 et son invasion ultérieure de l'Ukraine 8 ans plus tard. Pour contrer l'agression russe en Europe, le président américain Joe Biden a approuvé de telles mesures. Alors que Poutine a rompu la paix en Europe et attaqué les principes cardinaux de l'ordre basé sur les règles, les États-Unis et leurs alliés intensifient leurs efforts. Ils pensent que les États-Unis sont en plein milieu d'une lutte entre les démocraties et les oligarques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a maintenant environ 100 000 soldats américains déployés temporairement en Europe centrale et orientale. Et bien que cela puisse sembler un petit nombre, comparé aux 370 000 soldats qui étaient déployés en Europe à la fin des années 1980, avant la chute du mur de Berlin, cela constitue toujours une force significative, une force qui a irrité Moscou pendant des années. Mais si c'est le cas, et que les États-Unis sont désireux d'élargir encore leur présence militaire en Europe, pourquoi l'OTAN ne peut-elle pas compter sur le soutien de la superpuissance, surtout si Poutine fait l'impensable et attaque leur base dans les États baltes et en Pologne? Cette question a de nombreuses réponses complexes et multifacettes. Mais peut-être que le plus grand et le plus pertinent de ces impondérables est la prochaine élection présidentielle américaine. Malgré une série de problèmes juridiques de plus en plus complexes aux États-Unis, il semble désormais probable que l'ancien président controversé Donald Trump obtiendra l'investiture républicaine et affrontera Biden lors de l'élection de novembre. Si l'on en croit les sondages actuels, Trump détient un mince, mais peut-être significatif, avantage de 2% sur Biden, du moins au moment de la réalisation de cette vidéo. Si ces prédictions s'avèrent correctes et que Trump est réélu, quelle serait sa position vis-à-vis de l'OTAN et de l'implication dans un éventuel conflit militaire avec Vladimir Poutine, un dirigeant à qui il a déjà exprimé son admiration? Paul Quirk, un politologue à l'Université de la Colombie-Britannique au Canada, a résumé la nature de leur relation dans les termes suivants pour le magazine Newsweek. Trump, en tant que président, était extraordinairement et très suspectement réceptif à Poutine et à la Russie et hostile envers l'OTAN. L'importance vitale de l'OTAN pour les intérêts américains fait mauvaise figure à Trump. Il n'est donc pas un secret que Trump a eu une relation tendue avec l'OTAN pendant sa présidence et avec à peu près toute autre organisation qui ne s'alignait pas à 100% avec les politiques America First, qui dominaient son agenda, et qu'il est ouvert à la coopération avec le Kremlin. Dans un article paru dans The Atlantic en 2024, il a été cité en disant « Je me fiche de l'OTAN, et leurs conflits ne valent pas la vie des Américains. Ce pays économiserait des millions de dollars annuellement en se retirant de l'Europe. » Ainsi, l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton résume la position de Trump envers l'OTAN et les alliés historiques des États-Unis avec les termes effrayants suivants. Les dommages de son premier mandat étaient irréparables. Les dégâts lors du second mandat seraient irréparables. Ainsi, une réélection de Trump pourrait bien être la raison pour laquelle les alarmes sonnent à travers l'Europe.
et surtout au sein de l'OTAN. Mais quelle est la probabilité d'une victoire de Trump? Encore une fois, c'est une question difficile à répondre. Pour quiconque regarde de l'extérieur, la position de l'ancien président et milliardaire d'affaires semble précaire, pour dire le moins. Dans un autre rapport de The Atlantic, cette fois du 17 janvier, il est rapporté que Trump fait actuellement face à 91 chefs d'accusation de crimes dans 2 tribunaux d'État et 2 districts fédéraux différents, chacun pouvant potentiellement entraîner une peine de prison. Ces accusations sont incroyablement graves et vont de la fraude, de l'agression sexuelle, de la diffamation, de la corruption, à l'enlèvement de documents officiels du gouvernement de la Maison-Blanche et la subversion des élections, ou en effet, la trahison suite à son refus d'accepter la défaite à l'élection présidentielle de 2020. Certaines poursuites dans des États pourraient le voir disqualifié pour se présenter à la présidence. Malgré les poursuites, Trump reste très populaire auprès de certaines parties de l'électorat américain. Il suffit de regarder ses récentes victoires aux primaires en Iowa et au New Hampshire. Quoi que puissent penser ses critiques les plus sévères, il est peu probable qu'une autre figure de l'histoire politique aurait pu survivre aux retombées de telles allégations et être encore considéré comme un candidat présidentiel viable par une énorme partie de la population. Tout cela fait de lui une proposition extrêmement dangereuse et énormément imprévisible, non seulement pour l'OTAN, mais pour le monde entier. Mais peut-être que tout n'est pas perdu, même si Trump est réélu. N'oubliez pas, toute décision de quitter l'OTAN devrait passer par le Sénat américain, et ce serait une motion difficile, sinon presque impossible, pour la nouvelle administration Trump à faire passer, et cela pourrait même conduire à une crise constitutionnelle. Mis à part l'intrigue électorale, qu'en est-il des obligations de l'Amérique envers la communauté mondiale, ses partenaires internationaux et ses alliés proches depuis la signature de divers traités d'après-guerre? C'est là que nous rencontrons un gros obstacle et jusqu'à présent, un énorme dissuasif à toute action militaire russe à grande échelle en Europe. L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord constitue la base même, le cœur et l'âme de l'Alliance des Nations. Mais qu'est-ce que l'article 5 et pourquoi pourrait-il empêcher la Russie d'attaquer l'OTAN? Le traité de l'Atlantique Nord, traité fondateur de l'OTAN signé en 1949, visait à créer un pacte d'assistance mutuelle pour contrer la menace de l'Union soviétique si elle tentait d'étendre son contrôle sur l'Europe de l'Est. Chaque nation de l'OTAN a fait de l'article 5 un pacte de défense collective, un élément clé de l'alliance elle-même. L'essentiel du traité peut être résumé de manière succincte comme suit. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre une ou plusieurs d'entre elles, en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque contre toutes. Et par conséquent, elles conviennent que si une telle attaque armée se produit, chacune d'entre elles, dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations, aidera là où les parties ainsi attaquées. Ainsi, les États-Unis sont légalement obligés de voler au secours de tout pays ciblé par une agression russe, n'est-ce pas? Pas si Trump et ses partisans politiques obtiennent ce qu'ils veulent et quittent effectivement l'OTAN. Mais est-ce même possible? En un mot, oui. L'article 13 du traité de l'Atlantique Nord stipule qu'après que le traité ait été en vigueur pendant 20 ans, toute partie peut cesser d'être une partie 1 an après son avis de dénonciation. Plus inquiétant encore, de nombreuses voix d'opposition plaident pour que l'Amérique quitte l'Union. Dans un rapport de Newsweek de juillet 2023, la représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a qualifié l'OTAN de partenaire non fiable et a affirmé que les autres membres ne perdent pas leur juste part. En année électorale, alors que de nombreux Américains voient leur niveau de vie affecté par les nombreux conflits différents et complexes qui font rage dans le monde, l'abandon d'une organisation perçue comme un drain sur les ressources américaines pourrait être extrêmement populaire. En résumé, l'économie est un facteur crucial pour la plupart des Américains. La question qui reste est de savoir si la prospérité économique à l'échelle nationale aux États-Unis peut se faire au détriment de la sécurité mondiale et si les deux sont inextricablement liés. Le scénario cauchemardesque pour la sécurité à long terme de l'Europe et au-delà a été succinctement résumé par Thomas Gift, directeur fondateur du Centre sur la politique américaine à l'University College de Londres. Ce n'est pas hors de question, a-t-il dit, qu'une future administration, notamment une administration Trump, adopte un programme anti-mondialiste au point de mettre fin à l'alliance. Biden tente de présenter une image plus positive. Après avoir remporté l'une des victoires électorales dans l'histoire des États-Unis, lorsqu'il a battu Trump en 2020, il a déclaré lors d'un récent sommet en Lituanie que les États-Unis ont un engagement indéfectible envers l'OTAN. Notre alliance demeure un bastion de sécurité et de stabilité mondiale, comme depuis plus de 7 décennies. L'OTAN est plus forte, plus énergisée et oui, plus unie que jamais dans son histoire. Cependant, beaucoup soutiennent vraiment que ce n'est tout simplement pas vrai. Et si Biden n'est pas réélu, un changement radical de politique pourrait mettre fin à 70 ans de coopération et laisser la porte ouverte à Poutine pour attaquer les bases de l'OTAN en Europe de l'Est et centrale. Si cette possibilité dévastatrice devenait réelle, quel type de résistance rencontrerait-elle sur le terrain? Pour débuter, la Pologne possède l'une des armées les plus grandes, modernes et équipées du monde.
Dans l'histoire récente, les Polonais se sont retrouvés impuissants, pris en sandwich non seulement entre deux des nations les plus puissantes en guerre sur le continent, l'Allemagne nazie sous Adolf Hitler et la Russie soviétique sous Joseph Staline, mais aussi entre les idéologies dominantes du capitalisme et du communisme. Naturellement, dans les années relativement paisibles de l'après-guerre froide, la Pologne s'est systématiquement transformée en une puissance militaire à part entière. Le pays a pris des mesures pour ne plus jamais se retrouver impuissant et ouvert à l'invasion et à l'occupation, et personne ne pourrait leur en vouloir. Mais la Pologne serait-elle capable de résister à une attaque russe à part entière, du genre que l'Ukraine n'a pu repousser qu'avec une aide significative de la part des États-Unis et de ses autres alliés, surtout lorsque les États-Unis pourraient bien refuser de s'impliquer dans tout conflit, que ce soit directement ou indirectement. Examinons quelques faits et chiffres. Selon un rapport d'Euronews de 2023, la Pologne a de grands projets en ce qui concerne le renforcement et l'expansion de son armée. Au cours des 10 prochaines années, Varsovie souhaite recruter environ 150 000 soldats, portant son armée actuelle de 128 000 personnes actives et 36 000 troupes de défense territoriale à 300 000 soldats. À titre de comparaison, le Royaume-Uni, une nation avec une longue et fière tradition militaire, comptait 142 560 personnes servant dans les forces armées britanniques en 2023. C'est un indicateur non seulement de la distance parcourue par la Pologne, mais aussi de la gravité avec laquelle le pays prend ses défenses militaires dans un monde de plus en plus incertain. Mais qu'en est-il du matériel? La Pologne a acheté plus de 1000 nouveaux chars et 600 pièces d'artillerie principalement en Corée du Sud et aux États-Unis, ce qui donne au pays plus de puissance de feu que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie réunis. Ces chiffres auraient été impensables à l'apogée de la guerre froide, mais ils sont une réalité incontestable aujourd'hui, montrant à quel point la Pologne repousserait avec détermination toute démonstration d'agression russe. Mais cela ne s'arrête pas là. Ils se vantent également de 33 nouveaux chars M. Un Abrams dans le cadre d'une commande de 250 pour un montant de 5 milliards d'euros ou 9 milliards de dollars. La Pologne attend également la livraison d'environ 1000 chars de combat principaux. K2 Black Panther en provenance de Corée du Sud, dont 10 sont déjà dans leur arsenal en expansion. Ajoutez 180 K2 au mélange, prévu pour 2025, et jusqu'à 820 chars supplémentaires. Et vous aurez une meilleure idée de ce que la Pologne apporte actuellement à la table et de ce dont elle sera capable à court et moyen terme. En ce qui concerne les capacités d'artillerie émergentes du pays, la Pologne a dépensé 9,2 milliards d'euros pour acheter 468 lance-roquettes HIMARS. Il s'agit d'un équipement potentiellement modificateur de bataille, du type utilisé par les forces ukrainiennes contre les Russes au cours des 2 dernières années. L'armée polonaise doit être si puissante qu'elle n'a pas à se battre en raison de sa seule force, a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki en novembre 2023. L'objectif ultime du gouvernement polonais actuel est de construire les forces terrestres les plus puissantes d'Europe. Si Poutine devait déplacer son attention vers des cibles de l'OTAN à l'intérieur des frontières de la Pologne, ou même lancer une invasion à part entière du pays lui-même, il serait sûr de dire qu'il rencontrerait une résistance encore plus forte qu'en Ukraine. La Pologne dispose non seulement d'un nombre suffisant de troupes, mais également du matériel militaire nécessaire pour défendre ses territoires contre toute invasion proposée. Mais cela serait-il même suffisant pour dissuader Poutine de risquer un autre énorme coup de dé géopolitique? Pour répondre à cette question, nous devons examiner de plus près le conflit actuel en Ukraine. Tout d'abord, la Russie a subi de lourdes pertes dans la guerre qui a déjà duré bien plus longtemps que ce que Poutine avait prédit au début de l'invasion. Un rapport de Reuters en décembre 2023 estimait que la Russie avait subi des pertes de l'ordre de 315 000 soldats morts ou blessés. Pour fournir un contexte historique approprié et terrible, dans la guerre brutale et sanglante de 9 ans en Afghanistan, la Russie a perdu 14 500 soldats, mais il n'y a pas seulement le coût humain à calculer dans toute guerre. La Russie a aussi subi une perte majeure de matériel militaire. Selon un rapport de Newsweek de 2023, alors que le conflit approchait de son 600e jour, les forces russes avaient perdu 4 965 chars, 9 385 véhicules blindés de transport de troupes et un peu moins de 7 000 systèmes d'artillerie. Les pertes totales d'aéronefs russes s'élevaient à 318, ainsi que plus de 5 200 drones, 20 bateaux et un sous-marin tristement ciblé par des missiles de croisière en septembre de la même année. Frederick Mertens, analyste stratégique au Centre d'études de sécurité de La Haye, a fait l'observation suivante sur le bilan du conflit sur les forces russes. Détruire votre ennemi reste votre première priorité dans la bataille, et l'Ukraine semble avoir fait beaucoup mieux que les Russes. Tout cela montre quel impact dévastateur la guerre en Ukraine a eu à la fois sur le nombre de troupes russes et sur les coffres du Kremlin. En conséquence, la Russie serait-elle en mesure d'attaquer des cibles de l'OTAN, ou même d'envahir les États baltes et la Pologne à tout moment prochainement? Poutine pense sûrement que c'est inquiétant. Pourquoi? D'après Defense Post,
Poutine envisage une importante réorganisation de ses forces militaires d'ici 2026. Mais en quoi consiste exactement cette expansion? Et cela aiderait-il à mener la Russie à la victoire ultime? Si l'on en croit les rumeurs qui sortent du Kremlin, cela signifierait une augmentation dramatique des troupes, portant le nombre à 1,5 million de personnes actives, ainsi qu'une augmentation de l'infrastructure, de l'armement et une réorganisation structurelle. L'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, voit cela comme un plan clair conçu pour construire rapidement une armée russe nettement plus forte. Cependant, l'ISW a apporté une réserve importante à cette affirmation, et cela affecterait considérablement les capacités du pays à attaquer des cibles de l'OTAN à l'avenir. Alors que la Russie pourrait être en mesure de maintenir le rythme de leurs opérations offensives localisées dans l'est de l'Ukraine à court terme, il n'est pas clair si les forces russes seraient en mesure de mener des rotations efficaces à long terme ou en cas d'intensification des efforts offensifs russes ou d'une opération de contre-offensive ukrainienne significative. Mais pourquoi la Russie voudrait-elle renforcer rapidement sa puissance militaire? La réponse évidente est de stimuler leurs tentatives en berne pour conclure le conflit en Ukraine. Cependant, beaucoup soutiendraient que Poutine a toujours joué le long terme concernant toute expansion militaire, et pas seulement concernant la guerre actuelle. En preuve, regardez au nord. La région arctique est considérée comme un bastion géopolitique crucial et la clé de la domination mondiale future pour toute superpuissance en devenir. Depuis 2005, Poutine a rouvert et rénové de nombreuses bases militaires dans l'Atlantique Nord, au point que la Russie dispose maintenant de beaucoup plus d'installations actives que l'OTAN et les États-Unis réunis. Ces sites accueillent des brises-glaces avec lesquelles la Russie espère ouvrir une route commerciale lucrative reliant l'Atlantique Nord à ses partenaires stratégiques en Asie. Des sous-marins nucléaires, un déploiement de troupes significatif et des tests de missiles, sans parler des ressources inexploitées. Tout cela présente un tout nouveau tableau inquiétant. Mais cela inclura-t-il des attaques russes contre l'OTAN? Pour beaucoup, parler d'une attaque russe contre l'OTAN ou d'une invasion de n'importe quel pays affilié à l'organisation est prématuré pour le moins, mais pas totalement hors de question. Les prévisions les plus conservatrices suggèrent qu'un conflit russe avec les forces de l'OTAN n'aura pas lieu avant encore 5 à 8 ans au plus tôt. Cependant, quelles que soient les échéances, l'Europe et le reste du monde feraient au mieux de se préparer à une guerre pour mettre fin à toutes les guerres, ce qui nous ramène au point de départ. Sans aucun doute, la situation politique mondiale est tendue, chargée et potentiellement aussi dangereuse qu'elle l'a été à n'importe quel moment depuis la fin de la guerre froide. En plus du conflit en Ukraine et des hostilités en cours entre Israël et le Hamas, de nombreux autres pays et groupes politiques ou militants commettent des actes agressifs les uns contre les autres au quotidien. Des Houthis au groupe Wagner, en passant par le Hezbollah. Que ce soit pour des raisons territoriales, géopolitiques ou idéologiques, on pourrait soutenir avec une certaine justification que le monde est sur le point de basculer. Une poussée décisive dans une certaine direction et un nombre quelconque de guerres pourrait éclater dans n'importe quelle partie du globe à tout moment. Mais qu'en est-il des États-Unis, la force de police autoproclamée du monde? Un pays qui n'a jamais reculé devant une intervention à l'échelle mondiale ou hésité à envoyer des troupes dans chaque coin du globe? Si Trump se retrouve de nouveau à la Maison-Blanche à la fin de l'année, cela augmentera-t-il significativement le risque d'une guerre éclatant entre la Russie et l'OTAN? Et peut-être plus pertinemment, comment l'OTAN se débrouillerait-elle sans son membre le plus puissant et influent si les États-Unis choisissaient de quitter l'organisation? Dans quelle mesure la communauté mondiale devrait-elle prendre au sérieux la rhétorique agressive de Vladimir Poutine? Pendant de nombreuses années, le leader russe a mis en garde l'Occident, et plus directement l'OTAN, contre tout projet d'expansion militaire en Europe centrale et orientale. C'est la ligne rouge dont nous avons parlé à de nombreuses reprises. Ils l'ont franchie. Le résultat? L'invasion de l'Ukraine et tout ce qui en découle. À un moment donné, en 2024, le Premier ministre russe aura probablement mis tous ses pions en place, ce qui signifie qu'il sera prêt à frapper. À ce moment-là, l'OTAN a de bonnes raisons de s'inquiéter. Et avec les puissances occidentales fatiguées par la guerre, qui ont du mal à justifier une action militaire continue et un soutien financier à la nation ukrainienne assiégée, quelqu'un sera-t-il capable d'arrêter la Russie? Pensez-vous qu'une attaque russe orchestrée contre l'OTAN est-elle un élément de la stratégie militaire à long terme de Poutine? L'OTAN pourra-t-elle compter sur le soutien des États-Unis face à toute agression du Kremlin? Peut-être que les réponses à toutes ces interrogations se trouvent dans les prochaines élections présidentielles. Lorsque le peuple américain parlera enfin, cela pourrait avoir des répercussions sismiques pour la paix et la stabilité à travers le monde. Maintenant, regardez la comparaison militaire armée Chine contre États-Unis 2023, qui l'emporterait? Ou voyez plutôt cette vidéo.